Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à notre conférence aujourd'hui, le 2 mai, qui a pour titre Se relier, se relier au soi, se connaître, se relier au soi. Je me présente, Christian Tremblay, je suis du réseau au Québec, le réseau Tara Québec. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Je sais que vous êtes nombreux, alors ça me fait plaisir. Je vous rappelle que cette conférence-là sera suivie d'une autre conférence le 9 mai, qui complète celle-ci. Alors, je vous invite donc à nous revenir la semaine prochaine afin que vous ayez un tableau complet. Alors, je m'adresse au départ à ceux qui cherchent, qui veulent en savoir plus long, qui entendent parler de spiritualité, d'ésotérisme, qui se demandent effectivement qu'est-ce qu'on doit en comprendre et qu'est-ce que ça sous-entend. Et s'il y a lieu, s'il y a déjà eu des lectures de fait et qu'il y a peut-être confusion ou simplement de vouloir en savoir plus, c'est à ceux-là que je m'adresse présentement afin qu'on puisse un peu voir quel est notre but ici, aussi qui nous sommes, comment les choses s'articulent, quel est le chemin qu'on appelle de l'évolution dans un cadre de spiritualité. Autrement dit, des étapes d'une démarche spirituelle. Alors, évidemment, on est tous plus ou moins dans une démarche spirituelle parce que, par définition, la spiritualité, c'est l'évolution. Alors, on est tous, veut pas, dans un contexte d'évolution. Mais il est bon de revenir à l'occasion à des notions de base qui nous permettront de bien situer les choses et de partir sur le bon pied en ayant comme une certaine balise. Alors, la première conférence, celle d'aujourd'hui, a pour but de se connaître, de savoir qui nous sommes. Et l'autre conférence aura pour but, une fois cette connaissance acquise, de voir quelle est l'expression de qui nous sommes et quelle est la démarche avec des moyens d'expression, c'est-à-dire quels sont les grands incontournables que j'appelle pour qu'effectivement cette démarche puisse se faire suivant des règles, des principes qu'on connaît peut-être tous, mais qu'on n'a pas encore nommés. Et également, peut-être qu'en ayant ces connaissances-là, on pourra évidemment aller plus vite sur le chemin, c'est-à-dire d'éviter les chemins de travers, comme on dit, pour aller plus en ligne droite. Alors, commençons tout de suite parce que le temps file et puis je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Par contre, afin de nous aider à bien se reposer à un moment donné, il y aura des périodes d'arrêt qui vous permettront de poser des questions. Alors, effectivement, vous voyez en bas de votre écran que vous pouvez poser des questions. On fera donc 3 arrêts, parce qu'il y aura 3 parties à cette conférence. Et la dernier moment, à la fin, également un arrêt où il y aura possibilité que vous posiez vos questions. On pourra prendre plus de temps si vous le désirez, si vous avez encore des questions, afin qu'effectivement, on puisse, si possible, répondre à toutes vos questions. Également, s'il y a lieu, si vous ne posez pas la question aujourd'hui, vous pourriez toujours le faire par courriel au réseau Tara sur le site partageinternational.ca et il me fera plaisir de vous répondre par courriel. Alors voilà. Alors commençons par qu'est-ce qu'on entend par réalité ésotérique de la vie. Donc, qu'est-ce que l'ésotérisme? Alors, très simple, commençons par les textes faciles. Je prends ce qu'on retrouve dans les enseignements et là, je fais référence à certains textes, évidemment, de base, dont on donnera les citations ou les références à la fin sur une fiche qu'on va vous présenter. Et également, quand on parle d'enseignement, c'est effectivement un ensemble de connaissances qui constitue ce qu'on appelle évidemment l'ésotérisme. Alors, quand je parle des enseignements, je fais référence à l'un ou l'autre de ces auteurs-là. Et on peut penser, quand on parle d'ésotérisme, évidemment à plusieurs sources. Et une des sources serait la Bible. Autrement dit, la Bible, c'est peut-être un livre c'est sans doute un livre très ésotérique, et c'est un bon exemple de ce qu'on entend par ésotérisme, c'est-à-dire la tradition, nos enseignements codifiés, si on veut, dans notre orientation. Alors, ce qu'on va voir pour cette conférence d'aujourd'hui, les sous-titres qu'on voit, c'est effectivement, si je reprends le titre, c'est « Être spirituel
et la légende d'Hercule. C'est une façon d'entrer en matière dans la démarche globale. Ensuite, on passera à unifier la personnalité vers la maîtrise. On saura qu'est-ce que c'est la personnalité et évidemment le contexte. Et enfin, accroître la conscience et être soi-même. C'est bien l'objectif qu'on devrait tous suivre dans notre chemin sur Terre, dans cette vie-ci présentement. Alors, je reviens à l'ésotérisme. Donc, c'est la philosophie du processus d'évolution. On peut dire aussi que c'est la science de la sagesse accumulée au cours des âges. Alors, je vous donnais l'exemple de la Bible, c'en est un, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres textes. On peut revenir, par exemple, au texte de Krishna, le Bhagavad Gita, c'est un autre exemple de texte. Évidemment, on peut prendre aussi les évangiles, ça en serait d'autres aussi. Et également des textes plus récents, des auteurs comme Elena Blavatsky, qu'on connaît. Ensuite, il y a eu Alice Bailey et d'autres qui s'ajoutent. La liste serait peut-être longue. Alors, l'ésotérisme, donc, philosophie du processus d'évolution. Aussi se lie à cette définition-là ce qu'on appelle la spiritualité, parce que notre sous-titre d'aujourd'hui, c'est les étapes d'une évolution spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par spiritualité? C'est tout ce qui permet à l'homme d'évoluer, tout ce qui lui fait passer d'une étape à l'autre, si on veut. Autrement dit, son développement se fait d'une façon ou d'une autre. S'il y a développement, il y a spiritualité. Alors donc, ça comprend évidemment, ça se fait à tous les niveaux, que ce soit au niveau mental, de nos émotions, de notre compréhension, de nos idéaux, tout ça est sous le grand chapeau de spiritualité. Alors, aussi, on dit, en conclusion, pour ce qui est de la spiritualité, que quand on parle d'un sentier d'évolution spirituelle, ça correspond à la spiritualité. Quand on parle aussi que la nature de la vie est spirituelle, donc le monde est spirituel, on peut le dire puisque, effectivement, tout évolue. Voilà. Alors, prenons-nous comme exemple, vous et moi, pour savoir où on se situe et quel a été nos premiers pas ou quels sont les premiers pas que nous sommes en train de faire. Tout le monde, on est tous dans ce scénario-là. Et je vous invite, en écoutant ce que je vais vous mentionner plus en détail, et spécialement lorsqu'on parlera des légendes d'Hercule, on pourra voir où on se situe dans ce cadre d'évolution-là dont on vient de parler, c'est-à-dire dans le cadre des enseignements ésotériques ou dans le cadre d'une démarche spirituelle. Et ça se situe également pour nous à une étape qu'on peut globalement connaître par les auteurs où nous, dans l'ensemble, l'humanité d'une façon générale se situe dans ce cadre-là aussi. On va en parler aussi. Alors, évidemment, au départ, si on repart, on parle du début, on a tous acquis des connaissances, on a tous été curieux. Notre évolution présente déjà nous a apporté une certaine sagesse. On a eu une certaine satisfaction, nos désirs, nos possessions, nos réalisations. On a pour certains trouvé une satisfaction dans plusieurs éléments de la vie, que ce soit notre travail, que ce soit notre famille, etc. Mais arrive un moment donné où on se demande effectivement, puisqu'on a déjà atteint certaines étapes, on a les objectifs qu'on s'était fixés, on les a peut-être atteints, mais est-ce que c'est tout? Est-ce que la vie se limite à ça? Et là, on se pose des questions, à savoir, est-ce qu'il y a autre chose? C'est dans ce autre chose-là que je vous invite à me suivre aujourd'hui. Autrement dit, on peut penser que nos idéaux ne sont pas nécessairement maintenant ceux qu'on s'était fixés au début. On en cherche d'autres et également, on se pose la question, vraiment, quel est le sens et le but de notre vie? Le sens et le but de la vie d'une façon générale. Alors, évidemment, on a beaucoup cherché pour certains. Et il y a plusieurs pistes qui s'ouvrent à nous. Mais il y en a demeure une qui est de savoir qui nous sommes. C'est la première question que je vous invite et que l'on devrait se poser pour pouvoir savoir quelle est l'étape première de toute démarche. Alors, est-ce que le contexte du déroulement de la vie est suffisant, est satisfaisant? Et est-ce que vraiment on sait qui nous sommes? C'est le point de départ. On cherche évidemment ce sens-là. Et si on se pose ces questions-là, bien, je pense que c'est ici qu'on pourrait trouver les réponses ensemble aujourd'hui.
Alors, la première chose que je vous invite à faire, c'est de dire, est-ce que, comment faire pour savoir qui on est? Quelle est la meilleure démarche? Est-ce que c'est parce que certains nous diront qui on est? On va avoir des modèles à trouver? Peut-être pas. Et effectivement, est-ce qu'on a fait un recul? C'est ça qu'on fait actuellement par rapport à ce qu'on est. Est-ce qu'on agit toujours comme étant acteur de notre vie ou aussi on peut agir en étant observateur de notre vie? Est-ce que les deux vont ensemble? Acteur, observateur, comment sont aussi les deux? Et est-ce qu'on a un pouvoir sur les événements qui se déroulent afin de pouvoir, évidemment, y avoir une compréhension et aussi un pouvoir d'intervention, si on veut. Alors, quand on parle de cela, on se pose la question, mais où on s'identifie? À quel niveau on s'identifie? Est-ce qu'on s'identifie à nos émotions qui arrivent, à nos réalisations ou à nos pensées? Et on peut voir aussi que là où on s'identifie, ce à quoi on s'identifie, ce à quoi on est attaché. Alors, est-ce qu'on est attaché à certaines pensées, certaines idéologies? Est-ce qu'on est attaché à certaines passions, si on veut, pour réaliser un rêve? Que ce soit l'un ou l'autre, on revient toujours à la question de base, qui sommes-nous? Et pour le savoir, je vous invite à faire une petite expérience ensemble maintenant. À savoir, pendant une minute, on se ferme les yeux, on se pose simplement la question, qui suis-je? Qui suis-je? Et je vous invite à arrêter tout de suite, fermer les yeux et de vous poser cette question-là. On arrête pendant une petite minute et après, on verra peut-être ce qui s'est passé ou ce qui pourrait s'être passé pendant ce temps-là. Alors, on arrête maintenant et je vous reviens en une minute. Nous reprenons. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette minute? Évidemment, c'est très court, mais pour ceux qui méditent, pour ceux qui sont habitués de faire le point de cette façon-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme une porte qui s'est ouverte, comme une lumière qui est arrivée, comme quelque chose d'intouchable, mais qu'on voudrait voir? C'est probablement ça qui s'est passé. Chose certaine, c'est que dans cette minute-là, il n'y a pas eu de soucis, de souffrance, de douleur. On est comme en dehors de ces aspects-là. On a trouvé comme un bien-être, comme un état de silence et un état, si on veut dire, d'enthousiasme parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qu'on
qu'on veut connaître et qui est présent et qui peut-être s'offre à nous. Alors, gardons en tête ce que vous avez ressenti pour voir après comment on pourra le relier à ce qu'on va mentionner ici. Alors, je vous suggère les mots suivants, puisqu'on parle de tradition, il y a déjà un langage de connu. Ce à quoi on cherche, qui n'est pas nos pensées, qui ne sont pas des émotions, etc., et qui n'est pas non plus un contexte ou des événements ou des liens avec une façon de penser, avec une idéologie quelconque. Ce que l'on cherche, on l'appelle le soi. Le soi, c'est nous, mais sur un aspect caché, si on veut. Commencer par ça. Tandis que ce qu'on a identifié comme étant des émotions, des pensées, etc., ça constitue un terme qui est bien connu, qu'on appelle la personnalité. Donc, déjà, on voit qu'il y a deux aspects entre nous. On peut appeler ça une dualité, d'une certaine façon. C'est le soi qui est quelque chose d'impalpable qui serait nous, et l'autre qu'on connaît bien parce qu'on vit avec nos émotions, nos désirs, nos pensées, le mental, notre intellect. Ça constitue un autre regroupement qu'on appelle la personnalité. Alors, au sens ésotérique, si on relit ce que je viens de vous dire, c'est que le sens ésotérique révèle ce contact-là, l'existence d'un contact intérieur avec le soi dont je viens de vous parler. Un autre terme qui vient, au lieu de soi, on peut dire l'âme. Les deux termes peuvent être similaires, et on verra que le soi peut aussi avoir une dimension qui dépasse l'âme. Ça viendra et on en parlera plus spécialement à la conférence de la semaine prochaine. Alors, cet aspect-là, revenons à l'aspect soi qu'on veut toucher, qui est le langage ésotérique, il se manifeste à l'extérieur. Et il se manifeste donc à l'extérieur par l'entremise de ce qu'on a appelé la personnalité. Évidemment, pour ce faire, on comprend qu'on veut être dans le calme, dans notre introspection, et on essaie d'agir avec sagesse. Et ce contact-là qu'on a à l'occasion avec ce qu'on appelle le soi se reflète dans nos actions par une certaine sagesse, par aussi le fait qu'on s'identifie avec tous les autres. On est comme tous des êtres humains dans la même démarche. Nous sommes dans une certaine unité. Du moins, c'est ce qu'on peut constater au départ d'entrée de jeu. Donc, toujours au sens ésotérique, quand on parle, dis-je, du sens ou du but de la vie, c'est qu'on cherche ce qui est connu ou ce qu'on voudrait connaître de qui nous sommes. Alors, qui suis-je? C'est la question de base que je vous invite à vous poser, sinon pendant plus d'une minute, et d'une façon relativement régulière aussi. Alors, c'est le nous, et la nature du nous, c'est la conscience. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire la conscience en fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, le but de notre vie, finalement, c'est de retrouver nos qualités. Et le langage ésotérique parle de qualités divines, c'est-à-dire que nous sommes des êtres divins par définition, et c'est ces qualités-là qu'on doit retrouver à l'intérieur du contact qu'on aura et qu'on voudra établir avec le soi. Alors, nos points de repère, qu'est-ce qu'on peut dire? Ceci étant dit, est-ce qu'effectivement la connaissance est suffisante pour arriver à connaître tous les repères? Est-ce qu'effectivement, on doit entrer dans une démarche qui est longue, qui fait une recherche qui serait celle de toute une vie? Les deux réponses peuvent être vraies. Tout dépend du rythme à laquelle on veut aller pour continuer. Mais effectivement, chose certaine, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre une décision de dire oui, je trouve ça important et je m'y engage. Alors, donc à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est de faire en sorte que ce qu'on fera sera vraiment orienté vers une démarche spirituelle. Donc, il y aura une attention portée à tout ce qui nous vient, que ce soit nos émotions, nos pensées, l'intellect ou nos relations qu'on peut avoir avec notre propre identité dans des moments de prise de conscience. Elles seront orientées et choisies. Il y aura une discrimination qui s'installera
pour qu'effectivement le meilleur vienne, ou du moins que la démarche progresse pour que la connaissance soit de plus en plus grande. Alors, on sera donc sensible à ce qui nous vient, à ce qu'on appelle nos impressions, nos sensations, nos idées. Et on dit donc que l'orientation spirituelle, dans l'orientation spirituelle, elle sera d'autant plus efficace qu'on obtiendra une certaine compréhension de la vie, de notre évolution. Et quand on le fait consciemment, évidemment, on risque d'aller plus vite aussi que si on reste dans le vague, évidemment. Donc, le développement d'ésotérique se fait donc, en bref, par une orientation spirituelle soutenue, permanente, une recherche constante. C'est la première chose. En plus, comme on disait tout à l'heure, il faudrait garder une attitude d'observateur, de voir ce qui se passe, de ne pas être toujours acteur, mais d'avoir un recul, un certain détachement. On appelle ça l'attitude de l'observateur. Ça se fait également par l'étude, on en a parlé. Ça se fait également par la méditation et par le service. Ce sont de grandes orientations. Et quand on parle de méditation et service, on en donnera les détails de la façon dont ça peut se faire. Et il y a des choses que j'appelle, moi, des incontournables. On en reparlera, c'est-à-dire que la démarche passe par certains éléments, que nous le voulions ou non, et que nous en soyons conscients ou non. Voilà. Donc, cette vie-là, qu'on appelle réalisée par le disciple, et quand je parle du mot disciple, c'est que toute personne qui est dans une démarche spirituelle est un disciple. Alors, quelle que soit l'étape qu'on est rendu, qu'on débute ou qu'on soit plus loin, nous sommes toujours un disciple. Donc, le mot disciple comprend finalement tous ceux qui sont en démarche spirituelle. Alors, globalement, avant d'aller aux légendes d'Hercule, puis là, de voir les étapes d'une façon plus concrète, on peut se situer, nous, par rapport à l'humanité, et où même l'humanité se situe dans cette démarche spirituelle dont on parle. Alors, ce qu'on peut dire, d'une part, c'est que, et là, vous l'avez compris, c'est que les étapes qu'on va parler, ce sont les mêmes étapes que tous et chacun d'entre nous, quel que soit notre pays, notre idéologie, notre religion, forcément, ce sont les mêmes étapes qui doivent être passées pour cheminer dans cette démarche qu'on appelle spirituelle. Ça comprend des étapes, comme je dis, qui sont les mêmes, et qu'on soit conscient ou non aussi des moments où on le passe ou de la façon dont les étapes sont acquises ou comprises ou transposées ou c'est-à-dire passées, si vous voulez. Et que le but final, qui est de s'affranchir de tout ça, est également le but final pour toute l'humanité, pour tous les êtres humains. Ça demande du temps et on verra effectivement qu'on a le temps. Et à chacun de nous de voir où il se situe dans ces grandes orientations, dans ces grandes étapes, pour savoir quelle est l'étape à venir, sachant bien quelles sont les étapes probablement qui ont déjà été franchies. Alors, la légende d'Hercule, c'est vraiment intéressant et je vous invite à me suivre. On va prendre un bon 15 minutes pour parler de ça. Alors, Hercule était un personnage historique. Ça a été un des sages. On connaît évidemment certains autres dans le passé. Si on pense juste à Bouddha, c'en est un. Alors, Hercule était bien à une période bien antérieure qu'on ne peut pas vraiment bien situer. Par contre, il a laissé sa trace et aujourd'hui, on parle de la légende d'Hercule. Parce qu'effectivement, Hercule a passé des étapes et il est un exemple, et il est pris maintenant comme exemple des étapes qu'on doit franchir à partir du moment où on est un aspirant, c'est-à-dire qu'on débute une démarche spirituelle, jusqu'au moment où on a obtenu la maîtrise, et ce qu'on appelle un initié. Un initié, c'est celui qui a passé des étapes et qui approche de la fin de sa réalisation, de son affranchissement. Alors, il y a 12 étapes. On va les passer les 12. Ça sera rapide, vous allez voir. Et ça a été fait pour la compréhension, souvent les signes du zodiaque. Alors, on commence donc par le bélier, puis on finit par le poisson, ayant fait le tour des 12 signes. Et à chaque étape, il y a des épreuves, un chemin, une leçon apprise
une évolution qui permet de passer à l'étape suivante. Alors, et donc, avec les caractéristiques, si on est un peu intéressé à l'astrologie des différents 12 signes du zodiaque, mais surtout à l'intérieur d'un vocabulaire bien compris, quand on a parlé tout à l'heure du soi, de la personnalité, des émotions, de l'intellect, du mental, ça reviendra avec les qualités qu'on doit développer pour traverser toutes ces étapes-là. Alors, donc, les légendes d'Hercule, c'est 12 épreuves globales, comprenant évidemment plusieurs chemins, qu'on maintenant, on va voir mais en détail. Alors, je vais prendre... voilà. Alors, on commence par le bélier. Alors, le bélier, c'est Hercule qui déjà part avec certaines qualités. Les dieux lui ont donné certains avantages dès le départ. Alors, par exemple, on a reçu, Mercure en partant a reçu un vêtement très spécial, c'est sa vocation de faire la démarche. Il a reçu une cuirasse, c'est-à-dire de l'énergie. Il a eu des chevaux qu'on lui a donnés, que ce soit Mercure, Apollon et les autres. Je ne les nommerai pas tous, ce serait trop long. On pourrait y passer toute la conférence uniquement sur ce qu'était la légende d'Hercule, mais rapidement, c'était la ligne de pensée, la sensibilité. On lui a donné une épée qui correspond au mental, qui est capable de diviser, couper. Ensuite, on lui a donné un arc, c'est son illumination et son analyse aussi, le discernement. Alors, et enfin, lui-même s'est construit une massue qui a ajouté au cadeau, au don que les dieux lui ont donné pour démarrer et sachant très bien, Mercure, qu'il a des étapes à passer, mais qu'il veut les passer. Donc, il prend la décision, c'est ce qu'on appelle la décision d'une orientation spirituelle, de partir et de traverser ces étapes et évidemment d'en sortir victorieux. Alors, première épreuve, dans le bélier, il devait attraper ce qu'on appelle les cavales mangeuses d'hommes. Les cavales, c'est des chevaux. Et évidemment, il y en avait beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de difficultés à le faire, mais il a réussi à le faire. Et c'était le roi d'un endroit qui lui demandait de faire ça pour vraiment régler le problème que ces animaux-là faisaient dans son royaume. Il les a capturés, il les a amenés au roi, mais il les a laissés à son aide de camp, une fois que les chevaux étaient attrapés, pour que l'aide avec la personne avec qui il travaillait, Hercule, les apporte, lui, au dieu, au roi, c'est-à-dire. Et à ce moment-là, il a considéré que son travail était accompli, il est parti. Ce qui est arrivé, c'est que l'aide en question n'a pas été capable de maîtriser les chevaux jusqu'à la fin, et ils sont repartis dans la nature. Donc, Hercule, voyant cela, a dû reprendre le travail, reprendre, les réattraper et lui, les présenter lui-même à ce moment-là au roi pour considérer qu'il avait passé cette épreuve-là avec succès. Alors, qu'est-ce que c'est, quel est le signe ou quel est le sens qu'on doit donner à ça? Alors, les chevaux, c'était la personnalité. La personnalité est composée évidemment de ses pensées, de ses émotions, de ses désirs, qui devaient être bien contrôlés, maîtrisés. Et effectivement, finalement, on voit que Hercule ne les avait pas, les avait maîtrisés, mais il n'a pas maîtrisé jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les chevaux ont continué à répandre, évidemment, parce qu'ils s'étaient sauvés, les difficultés que ça apportait. Alors, donc, c'était l'espoir et l'enthousiasme d'Hercule au départ de commencer sa démarche. Il le faisait avec tous les dons et tout son pouvoir, mais il s'est rendu compte effectivement que ce n'était pas tout. Il devait agir avec un mental assuré pour pouvoir réussir cette première étape. On considère donc que c'est un échec. Il doit rattraper ça à un moment donné ou à un autre. Il a donc commencé la maîtrise mentale, mais c'est un début et il voit bien que cette maîtrise doit être complétée. On passe maintenant au taureau. Le taureau, là, devant lui,
s'est ouverte une autre question qui est très importante pour nous, le désir. Alors, ce qu'il devait faire, c'est capturer un taureau et l'amener au temple. Encore une fois, le taureau représente le désir. Et donc, il devait saisir, capturer le taureau et l'amener au temple. Ce faisant, le temple, évidemment, c'était un temple d'une religion, le temple de ceux qui allaient à l'endroit en question, faisaient leur office religieux. Le fait d'avoir capturé le taureau et de l'avoir amené au temple, ce que l'on en comprend, c'est qu'il a donc été capable de maîtriser le désir et en l'amenant au temple, de transmuer le désir qui est devenu ou qui pourrait être ce qu'on appelle l'illumination. Et on verra plus tard qu'effectivement, c'est un passage qu'on peut suivre et qu'on doit suivre pour arriver à maîtriser ce plan, cette partie de la personnalité qui est représentée par ce qu'on appelle le désir ou la nature du désir. Donc, Mercure, dans le taureau, a été capable de commencer, de connaître la nature du désir d'abord, de voir que ce désir-là pouvait être maîtrisé, qu'il pouvait en avoir le contrôle et ce faisant, qu'il voyait les avantages de faire cette maîtrise-là, puisque l'illumination était possible, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait une transmutation du désir en illumination. On verra plus tard comment ce passage-là peut se faire, mais c'est déjà un passage que j'appelle obligé, que Hercule a bien saisi. Pour ce faire, il a utilisé le pouvoir, donc le courage, et on lui avait donné, il a acquis le pouvoir d'agir, le pouvoir d'oser, parce que c'est lui qui a fait les démarches, qui a initié la façon de faire, et il a réussi. La troisième étape, on va aller plus rapidement, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est là qu'il devait rassembler 3 pommes d'or de l'arbre sacré. Et ces pommes d'or-là devaient lui donner évidemment quelque chose, mais chose certaine, c'est qu'au départ, on lui a demandé de ramasser les 3 pommes d'or, c'est-à-dire de trouver où elles sont, de pouvoir le faire, même si l'endroit où étaient les arbres de ces pommes d'or-là était protégé aussi. Alors, c'était un endroit qui devait être connu, qu'il devait connaître, donc il a une démarche à faire, une recherche. Et cette recherche-là, c'est le symbole de toute recherche d'un aspirant dans un domaine, dans cette démarche spirituelle-là, c'est que c'est à l'aspirant à faire sa propre recherche. On ne lui donne rien, il a à la faire. Et il ne peut pas compter sur d'autres que lui-même pour le faire. Et pour ce faire, il doit compter sur toutes les qualités qu'il a, que ce soit au niveau physique pour le pouvoir physique, que ce soit par toutes les émotions et les sensibilités qu'il doit acquérir, et par la maîtrise mentale pour pouvoir, en mettant ça ensemble, comprendre le chemin et comprendre ce que veut dire le but. Et le but était ici les 3 pommes d'or. Alors, l'arbre sacré, c'est le symbole, dans cette légende, de la connaissance. Et comme il y avait 3 pommes, alors c'est les 3 aspects de la personnalité qui étaient en cause. Alors l'aspect physique, l'aspect qu'on appelle astral ou les émotions ou les désirs, et l'aspect mental qui est l'aspect intellectuel, la démarche intellectuelle puis mentale. Ce faisant, dans cette démarche-là, pour y arriver, il a décidé, il a vu des gens qui avaient besoin d'aide, on parle de Prométhée, dis-je, et Prométhée, on s'en souvient, dans la légende d'Hercule, c'était celui qui était attaché et qui se faisait attaquer par des vautours qui venaient vraiment par des souffrances, c'est-à-dire prendre des morceaux de son foie. Et il ne voulait pas, en étant attaché, Prométhée, se défendre. Alors que c'était une torture continuelle, puisqu'il était toujours victime de ces aigles qui venaient évidemment attaquer son foie. En ce faisant, il a rencontré aussi Atlas et il a aidé ces 2 personnes, Prométhée et Atlas. Donc, il a rendu service à ces gens-là
C'était pas son objectif, c'était les pommes d'Ar, mais il s'est arrêté pour le faire. En ce faisant, et ayant finalement réussi à aller chercher les 3 pommes d'Ar, il a donc été victorieux et on comprend que, en plus de voir à maîtriser les 3 aspects de sa personnalité, ça a été fait, entre autres, par le service. Parce que ceux qui l'ont sauvé, Prométhée et Atlas, l'ont aidé et ce sont eux qui lui ont donné les 3 pommes d'Ar. Donc, le service est important dans la démarche en question. C'est ce qu'on comprend du Gémeaux avec les 3 pommes d'Ar. Donc, Prométhée, pas Prométhée, mais Hercule, a fait preuve de persévérance et son effort de rendre service lui a valu, évidemment, la récompense d'avoir les 3 pommes d'Ar. On passe au 4e, rapidement, le cancer. Alors, le cancer, c'est la capture, dis-je, de l'insaisissable biche, qui était sensible, mais très difficile à prendre. Encore une fois, il devait se saisir de la biche et de l'apporter à celui qui lui demandait de la saisir et de lui apporter. Pour faire cette démarche-là, évidemment, il devait encore une fois utiliser tous ses pouvoirs pour savoir où est la biche et comment l'apprivoiser, comment la saisir, comment, évidemment, la capturer pour l'amener là où il devait le faire. La biche, d'une façon, et il a réussi à le faire avec beaucoup d'efforts. Donc, dans sa démarche, il a usé de tout son pouvoir, encore une fois, intellectuel, de sa sensibilité pour savoir comment la biche réagit afin d'être là au bon moment et d'utiliser le bon moyen pour la saisir. Puisque, comme on l'a dit, elle a été très difficile à saisir, cette biche-là. Et comme il a réussi, eh bien, il a utilisé plusieurs moyens et la biche est le symbole de l'intuition. Alors, Hercule a fait preuve d'intuition, c'est-à-dire qu'il a d'abord utilisé son instinct de chasseur. Ensuite, il a utilisé ses pensées, qu'on appelle l'intellect. Donc, il a passé de l'instinct à l'intellect. Et comme ce ne suffisait pas, il s'est mis à réfléchir et à rechercher des idées pour mieux agir. Et il a utilisé donc l'intuition. Donc, l'instinct et l'intellect n'étaient pas suffisants. Il a fallu l'intuition et effectivement, il a eu une réponse permettant de saisir la biche et de la mener en question. Donc, c'est l'intuition qui a été la cause de son succès dans ce cas-ci. Donc, il était un acteur complet puisqu'il a eu affaire à l'instinct, l'intellect et l'intuition. Il a donc acquis une autre compétence, si vous voulez, par la connaissance de l'intuition. Le lion maintenant, le lion, effectivement, c'est le fameux lion de Némée. Némée, ce lion-là, semait la consternation dans la région. Il fallait vraiment le maîtriser. Encore une fois, on lui a demandé de le faire. Il l'a fait. Après, évidemment, de grands soucis, puisque le lion, une fois trouvé, se sauvait, était dans une caverne. Il fallait entrer dans la caverne. Lorsqu'il entrait dans la caverne, le lion se sauvait par une autre sortie. Il a dû boucher une sortie pour que le lion ne se sauve plus, puis revenir pour retrouver le lion. Et là, dans la noirceur, dans l'obscurité, il a effectivement réussi à vaincre le lion avec ses propres mains, en l'égorgeant. Parce que Hercule, quand il a fait cette épreuve-là, est parti sans ses armes, dont on a mentionné tout à l'heure, son arc, sa massue, ses flèches. Il est allé à main nue. Et effectivement, c'est à main nue, donc, qu'il a égorgé le lion et qui, effectivement, en réglant le problème que ce lion-là apportait, évidemment, dans la région en question. Alors, quel est le symbole de cette victoire? D'une part, c'est que c'est à chacun, l'aspirant, enfin le disciple, d'une façon générale, à utiliser ses propres pouvoirs et à les trouver. Donc, Hercule utilisait ses mains sans armes, c'est que c'est son propre pouvoir qu'il a développé qui lui a permis, effectivement, de tuer le lion. Donc, c'est le courage qui a dominé, le courage étant essentiel dans toute démarche spirituelle. Donc, il a utilisé son mental qui était
ce qui devait être fait, c'est-à-dire de voir comment on va saisir le lion. Il devait fermer et utiliser une stratégie. Alors, c'est le mental qui lui a permis de le faire. Il a donc, ce faisant, il était devenu celui qui pouvait maîtriser le mental. Et il a fait appel aussi à l'intuition dont il avait déjà saisi la connaissance dans le signe précédent dont on vient de parler. Donc, il y a maintenant une certaine maîtrise et c'est une victoire donc de la synthèse de cette personnalité qui lui a permis de vaincre les lions. À l'étape suivante, encore une fois que l'épreuve est passée, on lui en soumet une autre. Alors, on est rendu maintenant, on a passé les 5 premières étapes. Et c'est là où je peux faire une petite synthèse déjà de ce qu'on vient de voir, c'est qu'effectivement, Hercule a montré qu'il est passé d'un novice, d'un aspirant. Il a déjà connu la personnalité, le désir, le mental et l'intuition. Il a réussi à en faire une synthèse et de l'actualiser. Alors, c'est ce qu'on peut tout de suite dire en regard des 5 premiers signes qu'on vient de voir aussi. Évidemment, il y a d'autres signes, mais je vois que le temps file, alors je vais aller plus rapidement. On continue. Donc là, Hercule n'est plus le novice, l'aspirant, il est devenu le disciple avec un certain accomplissement. Donc, il peut passer à des étapes qui sont différentes, à des épreuves plus difficiles, mais dont on sait qu'il a maintenant le pouvoir de les passer avec succès. Alors, la Vierge, il doit s'emparer de la ceinture d'Hippolyte. Hippolyte, c'était la reine des Amazones. Et pour ce faire, évidemment, il devait retrouver cette reine et obtenir la ceinture en question. Alors, Hippolyte, qui est la reine, symbolisait le conflit qui est toujours pour arriver parce que cette reine-là n'était pas d'entrée de jeu disposée à lui donner sa ceinture. Surtout un homme, étant reine des femmes, parce que les Amazones, c'était évidemment un groupe de femmes. Et Hippolyte symbolisait également la maternité. Alors, la victoire, puisque effectivement Hercule était capable d'obtenir la ceinture, c'est on peut dire que c'était le symbole de la synthèse qu'il a acquise pour passer une première grande épreuve, première grande étape, si on veut, qu'on appelle une initiation. C'est-à-dire qu'on reconnaît en lui quelqu'un qui a été capable de maîtriser et qui a obtenu d'abord la maîtrise du plan physique, le pouvoir était développé. Il a eu un début de maîtrise du plan des émotions, des désirs, qu'on appelle le plan astral, et il commence à aller vers une démarche où le mental est important. C'est-à-dire, donc, en bref, c'est que la personnalité devient maintenant de plus en plus maîtrisée. Donc, à cette étape-là, on reconnaît qu'il devient un initié, c'est-à-dire qu'il est rendu à cette étape-là. Évidemment, il y a d'autres faits que je pourrais vous donner, mais le temps nous manque. Alors, on va aller plus rapidement. Là, on est à la balance. La prochaine, il doit capturer le sanglier. Encore une fois, le sanglier représente le désir. On se rend compte qu'effectivement, ce désir-là qu'on pensait avoir maîtrisé dans les étapes qu'on vient de parler est encore là. Donc, il revient. C'est quelque chose qui n'est jamais complètement saisi, compris. On ne l'a pas transmuté encore en illumination, il est toujours là. Alors, ce ne sera que quand on capturera ce sanglier, qu'on pourra effectivement le maîtriser, qu'on pourra atteindre une deuxième grande étape qu'on appelle une autre initiation, où le plan des désirs sera maîtrisé d'une façon complète. Alors, ceci se fera lorsque, effectivement, on saura que c'est une démarche qui doit se faire et savoir que le désir est toujours là, qu'il est là pour nous tendre des pièges, puisqu'il nous retiendra dans nos émotions, que l'on doit dépasser et transmuer, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, le scorpion, ce sera la destruction de l'hydre à 9 têtes. Qui doit être effectivement vaincu. Alors, ça devient de plus en plus difficile. On est rendu plus loin là, dans cette démarche-là.
Effectivement, Hercule va vaincre cette lyre à 9 têtes. Et on lui dit, fais attention, parce que quand tu coupes une tête, il y a 2 têtes qui réapparaissent immédiatement. Donc, ce n'est pas la façon de tenter de couper toutes les têtes, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut utiliser évidemment une stratégie pour le faire. Et on dit par contre qu'une des 9 têtes est la bonne, c'est la tête immortelle. Donc, si on coupe cette tête-là, on coupe toutes les têtes, si on veut, on tue l'hydre. Alors, donc, la stratégie est importante. Effectivement, Hercule a réussi. Quelles sont ces 9 têtes-là? Qu'est-ce que ça représente? Je pense que c'est important de le savoir. C'est le sexe, le bien-être, la peur, l'argent, la haine, la soif de pouvoir, l'orgueil, la séparativité et la cruauté. Donc, finalement, tout ça se retrouve souvent dans notre subconscient aussi, des choses qu'on n'a pas réglées, etc., qui reviennent à la surface. Les têtes repoussent lorsqu'on les coupe, on pense avoir réglé, puis oups, ils sont encore là. Alors, effectivement, pour arriver à contrôler l'hydre, il faut faire toute une démarche que vous imaginez bien, qu'on peut pas comprendre, alors sans aller plus loin. Effectivement, Hercule a réussi. Donc, c'est une grande étape dans le Scorpion qu'il a acquis. Donc, on peut dire qu'il a passé une deuxième initiation. Et dans cette étape-là, il a compris qu'il était le soi, qu'il n'était pas une personnalité, mais qu'il était une âme en incarnation, le soi. Donc, il a compris qu'il faut être l'un ou l'autre. C'est-à-dire, on est le soi ou on ne l'est pas. Est-ce qu'on est conscient du soi? On est toujours le soi, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est toujours conscient du soi, conscient de qui on est? Et quand on est conscient de qui on est, tous les problèmes que je viens d'énumérer, qui correspondaient aux 9 têtes de l'hydre, peuvent être connus, laissés de côté, réglés ou dépassés. Alors, c'est ce qu'il a réussi. Et pour ça, il a développé les qualités suivantes, c'est-à-dire l'humilité, le courage, mais surtout le discernement. Alors, ce sont puis en plus, il a ce qu'on appelle invoqué son pouvoir en tant qu'âme en incarnation comme le soi. Donc, le soi lui a apporté son aide par la lumière de la connaissance, la lumière du discernement qu'on verra tout à l'heure dans le prochain cours. Le Sagittaire, maintenant, c'était l'extermination des oiseaux tueurs d'hommes. Il a réussi à les éloigner par une stratégie. Il a donc passé cette épreuve-là avec succès. Et le symbole de ça, c'est que les oiseaux correspondaient aux pensées, toutes pensées que nous avons, qui peuvent être aussi des pensées destructrices. Nos pensées ne sont pas toujours bienfaisantes, ne sont pas toujours empreintes de bonne volonté. Ils peuvent être effectivement comporter de l'égoïsme, de l'orgueil, être destructeurs, dans le fond. Alors, donc, en gagnant et en éliminant ces oiseaux-là, il a fait en sorte que notre personnalité, il a maîtrisé le mental par une parfaite maîtrise. C'est-à-dire que maintenant, ces pensées sont choisies, contrôlées, maîtrisées. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir sur les pensées et la règle qui est sous-jacente à ça, c'est que l'énergie suit la pensée. Donc, c'est à nous d'orienter nos pensées dans la bonne direction afin que ne soient retenues que les pensées qui nous sont évidemment favorables à notre propre démarche. Alors, il a donc, c'est ce qu'on appelle maîtriser ses pensées, maîtriser sa parole et maîtriser donc les actions qui vont en cours de route, c'est-à-dire d'avoir la pensée juste, les relations justes avec les autres et les actions justes aussi, désormais, puisque Hercule a bien passé cette étape. Enfin, le Capricorne, où là, c'était la destruction du Cerbère qui était demandée. C'était un chien à 3 têtes. Pour pouvoir libérer, parce que son objectif, c'était de libérer Prométhée, dont on a parlé tout à l'heure, il fallait d'abord qu'il tue ce chien à 3 têtes qui protégeait l'endroit où était gardé captif Prométhée. Alors, donc, la première chose qu'il devait faire, c'est de tuer le chien à 3 têtes. Il a réussi. Le symbole de ces 3 têtes-là, c'est
la personnalité avec ses trois aspects. Alors, ça revenait, on en a parlé déjà, ça revenait, donc la victoire n'était pas complètement acquise, alors il l'a réussi, et sa récompense a été après de libérer Prométhée. Alors, Prométhée, c'est lui, c'est le symbole de lui, c'est-à-dire qu'en saisissant et en contrôlant la personnalité, il en a pris avantage, c'est-à-dire que le soi, maintenant, infuse la personnalité. La personnalité devient, si vous voulez, transmuée par l'énergie du soi, et la personnalité devient le véhicule d'expression de l'art du soi. Et c'est là une autre étape qui doit être franchie dans le cadre de notre propre évolution. Alors, on a déjà maintenant passé rapidement dans les 10 premiers signes du zodiaque. Il en reste 2. Maintenant, Hercule est un initié, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est maintenant rendu, il a une pensée qui est dominée par l'âme, qui est impersonnelle, et son action, par définition, c'est une action de service. Il est au service des autres, et son pouvoir est mis au bien-être et à l'évolution de tous. Alors, les 2 derniers signes, le Verseau et le Poisson, sont à l'image de cela. Il apporte donc une action bienfaisante envers tous ceux avec qui il travaille et envers l'humanité d'une façon générale. Alors, par exemple, le Verseau, ce qui est arrivé, c'est qu'il a permis le nettoyage, ce qu'on appelle les écuries d'Augias. Il a fait en sorte, pour ce faire, c'était des écuries qui n'avaient pas été nettoyées depuis très longtemps. Il a détourné une rivière qui a effectivement, par son passage, nettoyé les écuries. Donc, c'est une œuvre magistrale qu'il a fait, mais il a réussi à le faire, et le bien-être, c'était acquis de cela, c'est effectivement l'unité où les endroits en question ont été purifiés. Alors, la purification devient très importante. Alors, Hercule est devenu un serviteur de l'humanité. Il était serviteur parce qu'il avait un maître, c'est-à-dire il était devenu maître, il avait acquis toutes ses connaissances. Parce qu'il était maître, il est devenu serviteur, et en étant serviteur, il montrait évidemment ses qualités de maître. Il a donc élevé la conscience de l'humanité, il a correspondu à ce qu'on appelle l'unité. Et enfin, dans le Poisson, il a capturé les bœufs de Gérion. Il les a mis dans une coupe d'or et il les a transportés au temple, ce qu'on lui avait demandé de faire. Alors, la coupe d'or en question, c'est le Saint Graal. L'homme, il devient effectivement, il a transmué la matière, il a spiritualisé la matière qui était son propre corps, il est maintenant devenu parfait, donc il a atteint la réalisation complète. On s'arrête là, le temps a filé, on voit que dans les 12 signes du zodiaque, que le chemin qui a été fait, c'est un chemin évidemment très important, très long, mais qu'il a réussi. Et on peut dire que, si on en fait une petite synthèse, qui nous a montré que l'être humain peut développer sa propre puissance, mais c'est à lui à le faire. Deuxièmement, que le contact avec soi-même et avec son pouvoir se fait par la bonne volonté, par le désir de servir. C'est ce qu'il a fait aussi. En troisième, c'est qu'il faut être capable d'avoir une capacité de synthèse, d'identification, de s'identifier correctement afin d'agir et d'avoir une maîtrise sur les pensées. Et enfin, que c'est par une orientation ferme, permanente, soutenue, qu'on peut arriver par un effort constant à se développer et à passer à toutes les épreuves, et même si celles qui n'ont pas été correctement franchies, d'autres événements font en sorte qu'on pourra se reprendre pour arriver à transmuer ce que l'on a vu dans ces différentes épreuves. Puis enfin, c'est de rester et d'être un observateur, de garder la qualité d'observateur pour bien comprendre dans le détachement comment on peut réaliser ces étapes. Alors, c'était un peu long. Par contre, j'espérais que vous puissiez voir où vous en étiez dans tout ce chemin qui est long, mais qui prend évidemment plus qu'une vie. On y viendra parce qu'une des lois qui est importante à connaître, c'est la loi de réincarnation et évidemment le karma qui est lié à cette étape-là. Alors, il est temps que je m'arrête. Je vous demande, on s'arrête 2 minutes d'abord pour permettre de vous reposer un peu.
Mais aussi, si vous avez des questions, je prendrai note de ces questions-là et on y répondra. S'il n'y a pas de questions, on s'arrête quand même 2 minutes, ne serait-ce que le temps que vous, vous leviez pour prendre un verre d'eau, et ce que je ferai moi aussi, puis je vous reviens bientôt. Alors, je constate une question qui est, est-ce qu'on peut comprendre ou saisir ou aller chercher ce qu'on appelle la légende d'Hercule? Effectivement, oui, c'est un des livres dont on va donner la référence à la fin, mais qui s'intitule La légende d'Hercule, un livre écrit par Alice Bailey, un des auteurs où d'autres citations ou d'autres enseignements ont été saisis. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a un autre que je vais voir? Oui? Alors, je vais lire la question. Il se semble que l'on ne passe pas d'un signe à un autre au fil du temps de son incarnation, mais que l'on expérimente dans notre vie différentes étapes. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est effectivement ça. Et quand on parle d'un signe à un autre, les signes du zodiaque, évidemment, c'est une façon de parler, puisque chaque signe a ses avantages et ses qualités. Et ces qualités-là ont tous donc été mis à contribution pour l'évolution. C'est évident que ce sont des symboles. Mais chose certaine, c'est ce que Hercule nous montrait, ce sont des étapes que j'appelle une démarche obligée. C'est on passe d'une maîtrise à une autre, et ça, ça demeure, et ça fait partie évidemment de tout ce qu'on réalise dans notre vie en particulier. Probablement pas toutes ces étapes-là, parce que ça prend de nombreuses vies pour y arriver. Alors, une autre question. Une personne nous demande la même question. Où est la liste des étapes d'Hercule? Encore une fois, c'est dans le même livre là, dont je viens de citer. Pour être rendu à l'étape du poisson, si on suit la chronologie et les étapes, c'est rendu au moment où on devient presque maître. Alors évidemment, je ne crois pas que beaucoup de gens soient, et on va le voir dans un instant, soient rendus à cette étape-là. Évidemment, on peut avoir les caractéristiques du poisson, aller chercher les qualités, c'est bien sûr. Mais sommes-nous à l'étape qui est celle qui correspond à la démarche elle-même d'Hercule, où il est rendu à l'apogée et à la maîtrise complète, où il est devenu un maître? C'est très rare. Il y a peu de gens qui sont rendus à cette étape-là, vivant présentement sur Terre. Alors, une autre question, ou c'est plutôt une affirmation, et je vous remercie, qui indique qu'effectivement, les travaux d'Hercule lui ont apporté à cette personne qui l'écrit une grande façon de voir, une orientation intéressante à suivre.
effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je l'ai choisi, pour imager la chose, puis se souvenir surtout des symboles et des images qui correspondent aux étapes en question, en disant, ben là, je suis rendu là, il faut que je passe telle étape, et où je veux passer telle étape. Alors, c'est ça qui est intéressant. Une dernière chose, je regarde à nouveau, il n'y a pas d'autres questions. Bon, alors on aborde, parce que le temps file déjà, je vais essayer de faire ça. Alors, je vais essayer de faire ça plus rapidement. Alors, deuxième question qu'on se pose, c'est que je vais aborder avec vous, c'est unifier la personnalité vers la maîtrise. Dans le fond, ça rejoint ce qu'on a vu avec Hercule, effectivement, unifier la personnalité, c'est la première étape. C'est-à-dire, pour arriver à la maîtrise, on a la maîtrise de chaque plan, mais en somme, c'est la maîtrise totale de la personnalité qui est importante, parce qu'une fois maîtrisée, l'âme peut plus facilement infuser cette personnalité-là. Si elle n'est pas unifiée, la démarche de l'âme est très difficile, sinon impossible. Alors, on a vu les succès et les insuccès d'Hercule dans ces différents... qu'on pense simplement aux pommes d'or, à la capture de la biche et au lion, pour situer des grandes étapes que moi je qualifie ces étapes-là comme étant cruciales et comme correspondant à ce qu'on vit présentement, nous tous, en termes d'humanité. Alors, rapidement, évidemment, on a compris qu'on avait 5 corps. Un corps physique, évidemment, un corps astral, qu'on appelle un corps d'émotion, un corps mental, et la personnalité qui est un corps en tant que tel, puisqu'elle est le lien entre les trois, et l'âme. Mais dans les faits, il y a encore plus que ça, parce que le corps physique, il y a aussi un corps éthérique. Le corps éthérique qui est invisible, de matière fine, et qui enveloppe le corps physique, qui est à l'image du corps physique, et c'est par le corps éthérique que passe l'énergie de notre aura, si vous voulez, par les chakras dans notre corps physique. Alors, par exemple, certaines maladies ou plusieurs maladies passent d'abord par le corps éthérique avant d'arriver au corps physique. Alors, quand on connaîtra davantage le corps éthérique et qu'on y agira sur le corps éthérique, on pourra évidemment contrôler la maladie. C'est des connaissances qu'on obtiendra bientôt avec les connaissances qu'on obtiendra avec ce qui nous sera révélé dans la période dans laquelle nous entrons. Et je vous rappelle que nous entrons évidemment dans l'ère du Verseau, un ère de fraternité, de partage, même si les apparences ne le montrent pas. Il y aura des grands changements qui s'en viennent, mais on y reviendra peut-être. Donc, 5 corps actuellement. Chaque corps a son plan d'existence. Et c'est important de le savoir. C'est un corps composé de matière qui est en soi un corps distinct. Alors, et l'étape dans laquelle nous sommes présentement, c'est l'étape où on a, après avoir, dans le temps, et ça fait très longtemps, maîtrisé le corps physique, on arrive à l'étape de maîtriser le corps astral, le corps des émotions, le corps des désirs. On est là. L'humanité presque entière est à cette étape-là. Quelle est l'étape suivante? C'est de maîtriser ce plan-là avec l'aide de l'âme, et c'est ce que montrait Hercule quand il a transmuté le désir en illumination. C'est l'âme qui entre dans le corps astral et qui change le désir en amour véritable. Donc, il y a eu une transmutation à ce niveau-là. C'est important. Alors, après que le corps astral est débutant ou en partie maîtrisé, on se focalise sur le plan suivant, qui est le plan mental. Ça ne veut pas dire que l'on ne pense pas entre-temps. Ça ne veut pas dire que le mental n'est pas utilisé, mais il commence à être connu et il sera maîtrisé une fois que le corps astral le sera. Donc, c'est une étape qui vient après. On ne peut pas faire ça à l'inverse, par exemple. Donc, c'est une démarche qui est, comme j'appelle une démarche obligée, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est la règle, c'est la loi, si on veut. Et c'est à nous de bien comprendre que, effectivement, on regarde juste la réaction de tout le monde, quel qu'il soit, que ce soit nos politiciens ou autres, que l'émotion ou le désir est encore l'angle majeur. Si on enlevait ça, nos réactions seraient probablement beaucoup plus posées, d'abord plus empathiques qu'ils ne le sont actuellement. Et l'orgueil serait mis de côté, etc. Alors donc, on en est là.
C'est à nous donc de comprendre ça pour agir là où on doit agir pour passer à l'étape suivante le plus rapidement possible d'une certaine façon. Alors, cette étape-là dont je parle, ça correspond à un plan d'évolution. Alors, il existe un plan d'évolution et on verra la semaine prochaine comment s'articule ce plan-là et quel est notre rôle à l'intérieur de ce plan-là. Pour y arriver, on doit développer la conscience de l'âme. On en est là. Ce qu'on appelle le principe christique. Alors, le principe christique, c'est l'énergie d'évolution. C'est l'énergie qui est en nous, qui est l'énergie de la vie et de l'amour que nous avons tous et qu'on doit reconnaître pour mieux le développer. Pour ce faire, évidemment, la règle de base, c'est d'avoir une aspiration. Ce qu'on appelle l'espoir, l'enthousiasme de départ, c'est, si vous voulez, la règle ou la qualité dominante qu'on doit toujours garder pour aller plus loin. Donc, on aspire à découvrir le mieux, à découvrir qui on est, à découvrir nos pensées les plus élevées. Ça vient par l'aspiration, c'est la qualité de base que l'on doit développer. Et pour ce faire, cette aspiration-là, les qualités sous-jacentes, si on veut, à ça, c'est ce qu'on appelle la visualisation et l'imagination créatrice. L'imagination, c'est une chose, l'imagination créatrice, ça en sera un autre, on va le voir dans un instant. Je ne fais qu'énumérer ces qualités-là que l'on doit avoir. Donc, l'aspirant, celui qui débute, doit actualiser ces qualités-là pour commencer la démarche en question. Évidemment, il y a l'étude, on l'a vu tout à l'heure, et d'arriver, évidemment, par ces activités, à être conforme à ce qu'il désire. Donc, effectivement, c'est toute une orientation qui change dans le contexte de tout ce que l'on fait, que ce soit dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos activités. Tout doit être conforme à cette démarche-là qu'on doit suivre. On ne fait pas ça seulement à tel moment dans la journée. C'est évidemment une démarche complète et totale. Ce que nous faisons maintenant, l'étape où on est rendu, donc comme on est au niveau astral, c'est de maîtriser l'astral, je l'ai dit beaucoup, et ça veut dire de s'ouvrir à l'énergie de l'âme, qui est l'énergie du cœur. Parce que l'âme parle par le cœur. Donc, c'est de s'ouvrir à cette énergie-là. Et une fois que ce sera fait, l'énergie de l'âme, le cœur, agira sur le plan astral sur lequel pour transmuer ce désir-là. Alors, le désir sera maîtrisé et changé. Alors, un désir égoïste, souvent égoïste, deviendra un amour altruiste. Ce qui sera être une absence d'empathie deviendra effectivement un désir d'aider. Ce ne sera plus un désir d'aider, ça va être une façon de vivre d'un amour véritable envers soi-même d'abord, puis envers les autres. On ira donc vers les autres avec une qualité dominante, une qualité d'une démarche où on sera en relation de cœur à cœur avec les autres. On utilisera effectivement l'imagination et par maintenant l'entremise du mental, par l'imagination qu'on appelle créatrice, on dominera maintenant et on se focalisera de plus en plus vers le plan mental qui est le plan suivant. Alors, on peut être polarisé voulant dire qu'on est là, ça correspond à ce que nous sommes au plan astral, mais petit à petit, dans la démarche de maîtrise de ce plan, s'ouvrir en même temps ou profiter du plan suivant qui est le plan mental pour utiliser les qualités du mental pour effectivement nous aider à compléter, si vous voulez, la maîtrise du plan astral. Donc, c'est une démarche où on peut être polarisé au plan astral, mais vouloir s'ouvrir au plan mental en se focalisant au plan mental pour réussir à s'ouvrir au plan suivant une fois que l'étape préalable aura été complètement franchie. Mais il est certain que ça n'arrive pas d'une façon aussi simple que je le mentionne. Ça prend une compréhension de plus en plus grande, mais par contre, on y arrivera, c'est certain. Donc, le développement intellectuel qui est en cause quand on est au plan mental
va être davantage réalisé quand on soulignera la volonté de le faire. Alors, là, on a vu que, en regard du plan astral, la compréhension de l'amour et de l'ouverture du cœur était très importante. Et au niveau mental, ce sera l'ouverture à la volonté. La volonté de maîtriser nos pensées et de prendre une démarche mentale qui sera d'arriver cette fois maintenant à la maîtrise du plan mental. Donc, c'est une atteinte des pensées élevées, si on veut, par une maîtrise mentale. Donc, faire attention à ce qu'on pense, de choisir ce que l'on pense, de choisir nos pensées et nos paroles. Évidemment, par définition, par la suite, on a les actions. Donc, pensée juste, parole juste et action juste. C'est une trilogie qui est importante à retenir. Et l'aspect volonté, qui est très important, qui est un des aspects de l'âme, ne peut être saisi que par l'entremise du plan mental. Donc, plus vite on atteindra ce plan-là, plus vite on bénéficiera d'un des aspects de l'âme, qui est l'aspect volonté, pour progresser dans la démarche que je vous ai annoncée. Donc, l'âme correspond à 3 grands attributs quand on parle de l'âme. C'est d'abord l'intelligence de l'âme, ce qui est la base même. Ensuite, l'amour de l'âme, ce qu'on appelle l'amour-sagesse, et la volonté aussi, qui est le 3e aspect. Alors, ces 3 aspects, si on veut, divins de l'âme, à découvrir et à réaliser dans le contrôle des plans dont je viens de vous parler. Donc, notre lien à l'âme va s'intensifier, si on veut, et on établira une relation avec l'âme par une évocation, c'est-à-dire que le contact qu'on a en tant que personnalité vers l'âme fera en sorte que l'âme nous répondra. Et c'est là qu'on établira un canal de plus en plus ouvert. Et l'âme nous parlera à ce moment-là par intuition. Donc, on dépassera, comme Hercule nous l'a démontré, on dépassera l'instinct, on dépassera l'intellect, et on sera rendu à recevoir l'information directement de l'âme par l'intuition. Parce que l'intuition, c'est la révélation de l'âme, c'est la vérité, c'est la connaissance. L'âme, c'est la connaissance, c'est la conscience. Alors, si on obtient ce lien-là direct avec l'âme, par ce canal-là qu'on va ouvrir et dont on parlera la semaine prochaine pour montrer comment on réussit à faire ça, eh bien, l'intuition nous révélera ce qui doit être fait. Et par définition, quand on parle d'intuition, ça veut dire révélation. S'il n'y a pas de révélation, ce n'est pas de l'intuition. Et cette révélation-là va nous montrer que ce qui nous est dit est vrai. Et on ne se posera pas de questions, on va le savoir que c'est vrai. On sait que c'est vrai parce qu'on le sait. On ne peut faire pas autrement. Le cœur nous dira, oui, c'est vrai. Alors, on ne pourra pas confondre un désir en disant, ou une réflexion en disant, est-ce que c'est de l'intuition? Quand vous posez la question déjà, ce n'est pas de l'intuition. Parce que quand ce sera vraiment de l'intuition, il n'y aura pas de questions à se poser. Il n'y a pas de pensée. L'intuition, c'est une révélation sans pensée. Donc, on enlève le pensée et c'est là. Donc, l'intuition dépasse le raisonnement. On est à un niveau plus élevé. On l'a vu dans dans la légende d'Hercule, et on le voit aussi que c'est l'étape suivante qui nous permettra d'arriver à la maîtrise mentale et arriver à la synthèse qui doit être de réaliser l'unification de la personnalité. Donc, on s'ouvre, ce faisant, à ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation, c'est quand on obtient la maîtrise du corps physique, on passe la première étape, qu'on appelle la première initiation. Ensuite viendra le contrôle du corps astral, qui sera confirmé par ce qu'on appelle la deuxième initiation. Deuxième initiation, c'est une reconnaissance de l'étape où on est rendu et on reçoit à ce moment-là une énergie supplémentaire pour nous permettre d'aller plus loin vers l'étape suivante. Quand on est rendu là, il y aura d'autres initiations qui viendront, dont on ne parlera pas en détail maintenant, puisqu'on n'est pas là en termes d'évolution. Donc, c'est une démarche lointaine. Par contre, évidemment, beaucoup des livres que je vais vous citer à la fin vous en parlent davantage. Je vous invite, si ça vous intéresse, à compléter cette information-là. Mais on arrivera à une connaissance. Évidemment, quand on sera rendu là, c'est qu'on aura acquis une connaissance par une recherche qui nous sera équilibrée. Aussi, on obtiendra effectivement la compréhension et on pourra dire qu'à ce moment-là,
l'âme aura complètement infusé la personnalité. Donc, l'âme parlera et que la personnalité sera les véhicules d'expression de l'âme. C'est ça qui est notre objectif. Et après, on verra évidemment qu'est-ce que l'âme suggère de faire par le service, qu'on verra également aussi quand on sera rendu à cette étape-là, évidemment qui est pour nous maintenant lointaine, mais qu'on peut tout de suite actualiser parce que comme on l'a vu avec Hercule, le service est très important et c'est par le service, lorsqu'il a aidé par exemple Atlas et Prométhée, et c'est Atlas et Prométhée qui venaient d'aider, qui lui ont donné les pommes d'or. Donc, il a été récompensé parce qu'il a eu la force et le courage, l'impulsion de l'âme qui a été de dire « sauve ces gens-là » et la récompense que l'âme lui a donné la connaissance. La connaissance, c'est les 3 pommes d'or en question. Alors, c'est une image qu'on pourrait garder en tête pour voir qu'on peut être rendu à cette étape-là. Donc, quelle est notre conclusion rapide de ce qu'on vient de voir, parce que le temps file encore? C'est que les étapes à traverser sont connues maintenant, on le voit. La finalité de tout ça, c'est de devenir un maître. Arrêtons-nous là. Aujourd'hui, on est des disciples. Nous sommes tous des disciples. Alors, il suffit de se relier à l'âme, on le verra. Et une fois qu'on se connaît, il faut maintenant voir comment on réalise ça. Alors, je vous suggérerai dans la 3e étape, là, je m'arrête parce que je suis rendu à la fin de la 2e partie que j'ai un peu coupée pour aller plus vite. La première grande réalisation qu'on doit faire, c'est d'agir dans une conscience, d'accroître sa conscience. Alors, on le voit dans un instant. Alors, je m'arrête. Si vous avez à nouveau des questions ou simplement vous détendre un peu, on prend 1 minute. Si vous n'avez pas de questions, on prend bientôt. Alors, à tout de suite. Alors, comme il n'y a pas de questions, on reprend maintenant. Alors, ça m'a permis de reviser mes notes et un point que j'ai omis de vous dire et que je trouve important dans ce qu'on vient de parler, c'est que lorsqu'on est rendu au plan astral où nous sommes et qu'on veut évidemment rapidement passer au plan suivant, pour permettre que effectivement l'âme infuse ce plan et en transmutant le désir en amour véritable, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que nos premiers désirs, puisqu'on parle du désir, on est au plan astral, qui sont personnels dans des objectifs peut-être égoïstes, se changent de plus en plus en domaine impersonnel. Donc, on passe du personnel à l'impersonnel. Alors, c'est de plus en plus impersonnel. Et lorsque ça devient complètement impersonnel, on a donc hérité de l'amour véritable de l'âme. Donc, le corps astral est toujours important, il ne faut pas le nier, sauf qu'il devient, à sa juste mesure, transmuté, il devient le reflet de l'âme par le cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où je veux vous apporter un petit... qu'est-ce que ça veut dire, l'impersonnalité? L'impersonnalité, ça ne veut pas dire de ne plus être sensible à quoi que ce soit, ce n'est pas le cas. C'est d'être sensible à l'âme et être insensible à ce qu'il ne l'est pas. Dans le sens que si nous vivons des qualités de l'âme, nous aurons cette sensibilité très importante, mais dans la conscience divine de nos qualités divines. C'est-à-dire que le désir personnel égoïste cessera et toute autre pensée destructive, triste, aussi. Alors, c'est l'attitude normale de l'âme
qui est le soi à ce qui n'est pas le soi. En bref, c'est ça. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure qu'on est dans le soi ou on ne l'est pas, ce que je veux dire, c'est qu'on est conscient du soi ou on n'est pas conscient. C'est l'un ou l'autre. On est rendu là. On est dans le réel ou dans les réels. Le réel, c'est nous sommes une âme en incarnation. Les réels, c'est nos désirs personnels, nos réalisations égoïstes qui n'ont pas un caractère spirituel, ce n'est pas un caractère d'évolution. Au contraire, peut-être même que ceci nous retient dans la matérialité, ça nous retient dans des étapes qu'on n'a pas compris. Et la conscience dont on va parler dans un instant ne s'est pas encore éveillée. C'est aussi d'agir avec détachement, c'est-à-dire qu'on peut être sensible souvent à ce qu'on fait. Si on aide dans tel service, on est sensible à ceux qu'on veut aider et on est empathique, mais on est détaché aussi. Alors, on s'identifie à l'âme, on s'identifie au service que l'on rend, mais on s'implique, c'est-à-dire au service où on rend, mais on s'identifie à l'âme qui agit à travers nos réalisations en question. Alors, voilà ce que je voulais compléter pour ce qu'on vient de mentionner. Alors, passons maintenant à la troisième et dernière étape de notre conférence d'aujourd'hui, qui a pour titre « Accroître sa conscience et être soi-même ». Accroître sa conscience, ça veut dire s'identifier au soi. C'est ça que ça veut dire de plus en plus. Et être soi-même, c'est se connaître davantage pour être soi-même. Plus on se connaît, plus on est soi-même, parce que plus on veut être soi-même. Alors, première façon pour se connaître, si on commence par cet aspect-là, c'est de connaître nos rayons. Qu'est-ce que c'est que nos rayons? C'est un type d'énergie. On sait que, encore une fois, par les enseignements, je ne reviendrai pas sur nos sources, on y reviendra, mais nous indique bien qu'il y a 7 grands types d'énergie qui gouvernent le monde, autant nous comme individus sur différents corps dont on vient de parler, que pour les époques, que pour les pays. Alors, on est tous sur un type d'énergie. Alors, il y en a 7 grands types d'énergie. On en a, pour ceux qui ont déjà entendu d'autres conférences, on en a parlé un petit peu, mais je veux rappeler ou surtout faire connaître à ceux qui sont avec nous pour la première fois, qu'est-ce que ça veut dire ces types d'énergie-là? Alors, je vais les décrire une après l'autre. Et à la fin, si vous voulez en savoir plus long sur tel type d'énergie avec les qualités, toutes les qualités qu'on connaît et évidemment aussi, malheureusement, les défauts qu'on connaît, je vous l'indiquerai. Mais là, on ne peut pas passer tout ça, ça serait trop long. Alors, il suffit juste de les énumérer puis de donner rapidement quelques qualités des rayons pour connaître ce à quoi ça correspond. Alors, donc, le premier, évidemment, c'est le rayon du pouvoir, le premier rayon. On les nomme par leur numéro et c'est plus facile à retenir, par exemple. Donc, le premier, c'est le pouvoir. C'est que ça correspond à ceux qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire et qui ont le pouvoir d'agir. Alors, on les retrouve souvent dans les domaines de leader, entre autres gouvernement. Évidemment, selon notre niveau d'évolution, parce que tout est lié à notre niveau d'évolution, mais le défaut de ces rayons-là, c'est souvent l'orgueil et l'absence d'empathie. Alors, évidemment, un rayon de pouvoir sera plus bénéfique à quelqu'un qui est plus évolué parce qu'il l'utilisera correctement que celui qui utilisera ce pouvoir-là à des fins égoïstes, évidemment. Alors, donc, le niveau d'évolution est très important en question pour actualiser les qualités propres à chaque rayon. Rapidement, le deuxième, l'amour-sagesse. Et on peut dire qu'aujourd'hui, et j'ouvre la parenthèse que j'ai oublié d'ouvrir, c'est que quand on a 5 corps, on est sur un ou l'autre des 7 rayons pour chaque ordre que j'ai énuméré. Évidemment, on a rarement, puisqu'on a 5 corps, 5 types différents de rayons. Il y en a qui reviennent, c'est bien sûr, mais on a facilement 3 rayons différents qui peuvent revenir. Le premier rayon, c'est le rayon de l'âme. On dit le premier dans le sens que c'est le premier dont on a en tête. Et ce rayon-là, d'une vie à l'autre, est le même. Donc, quand on se réincarne, le type d'énergie de le rayon de l'âme est le même. Par contre, les 4 autres changent en fonction de ce que l'on a décidé de faire et de l'énergie qu'on a besoin pour réaliser l'expérience qu'on veut faire quand on prépare notre incarnation. Alors, il faut garder ça en tête. Alors, je reviens où on en était. Amour-sagesse, le rayon 2, évidemment, c'est
l'énergie de l'empathie, de l'amour, de la compréhension, ressentir la réalité dans l'unité, exprime la vérité des choses. Mais évidemment, c'est un rayon qui a, entre autres, comme défaut d'avoir de la difficulté à agir, de passer à l'action, si on veut. Le rayon 3, l'intellect, c'est le rayon de l'adaptabilité, de l'intelligence active. Alors, certains vont dire que c'est le Saint-Esprit, on y reviendra. Alors, c'est la prise de conscience. Par contre, ce rayon-là a de la difficulté de rester calme, c'est-à-dire qu'il est souvent trop en action et qu'il ne s'arrête pas suffisamment. Alors, je vais vite. Rayon 4, harmonie par le conflit. On retrouve ces gens-là qui ont ce type d'énergie-là, qui fusionnent toutes les possibilités, qui sont dans l'action, si vous voulez. Alors, c'est des personnes qui peuvent avoir c'est un rayon qui a une influence considérable sur l'évolution de l'humanité d'une façon générale. Le défaut de ça, c'est un peu l'indolence, c'est-à-dire qu'on ne passe pas et on n'agit pas comme on devrait le faire. Le 5e rayon, c'est l'intelligence, l'intellect, la connaissance concrète. Quand je dis l'intelligence, c'est l'intellect, la connaissance concrète. Alors, évidemment, ceux qui veulent avoir une carrière scientifique doivent avoir ce type d'énergie-là d'une façon inévitable. Alors, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau de la personnalité, au niveau du mental, on le retrouve, ce rayon-là, pour qu'on ait l'énergie suffisante pour bien comprendre et d'avoir cet esprit de recherche qui caractérise la recherche scientifique, mais c'est évidemment la profession libérale aussi qui demande cette recherche-là, comme être médecin, par exemple, ou ingénieur. Alors, donc, le rayon 5, c'est l'influence puissante. C'est un rayon qui crée beaucoup de formes pensées dans ce qu'il fait. Par contre, il a comme défaut souvent l'étroitesse d'esprit parce qu'il est trop limité à ce qu'il fait et en étant aussi se considérer supérieur par les démarches auxquelles il réalise, dont il tire un profit égoïste et qui apporte une certaine arrogance. Le 6e rayon, l'idéalisme abstrait, c'est celui qui agit avec dévotion. Ce sont les dévots, d'une certaine façon, du côté négatif. Ça devient des terroristes dans le côté pire de la chose. Par contre, c'est un rayon qui a été très important dans l'ère que nous terminons, l'ère du poisson. Il permet de nous sortir du chaos, d'une façon par un esprit de synthèse lorsqu'on arrive au rayon 7. Alors, le rayon 7, c'est le rayon de l'ordre, de l'organisation, de la synthèse. Et le rayon qui sera celui de l'ère du Verseau, c'est le rayon 7. C'est pour ça qu'on va réaliser par ce rayon-là, dans l'ère qui entre, dans laquelle nous entrons, qui va durer 2350 ans, les idéaux que l'ère du Poisson, qui était gouvernée par le 6e rayon, donc par l'idéalisme abstrait, de le réaliser. Donc, nos idéaux, par exemple ceux qu'on a bien connus à la Révolution française, la liberté, fraternité et égalité, seront enfin réalisés maintenant par le rayon 7, le rayon de synthèse. De même que d'autres, évidemment, idéaux, démarches à tous les niveaux, si on veut. Donc, en bref, les rayons actuellement, celui qui domine, c'est le rayon 2. La plupart des gens qui s'incarnent actuellement, le rayon d'âme, c'est le rayon 2, donc l'amour-sagesse. Il faut connaître ces rayons, et c'est ça l'objectif, pour se connaître. Et il y a plusieurs façons de le faire. Et surtout, ce qui est difficile, c'est de savoir sur quel rayon on se situe selon tel corps. Par exemple, comme l'âme, le rayon d'âme est un peu plus caché parce qu'on se connaît moins, c'est ce qui est plus difficile. Par contre, si on sait que la plupart des gens se réincarnent avec le rayon 2, on peut prendre pour acquis que nous sommes sur ce rayon-là. Mais par contre, le rayon de la personnalité, du corps mental, du corps astral et du corps physique, ça, on peut plus facilement le trouver. En général, au corps physique, la plupart des gens sont sur le rayon 3, un rayon qui apporte un corps physique bien articulé, bien développé et qui nous permet donc de bien fonctionner comme la plupart des gens le sont. Alors, ce qui reste dans le fond plus facilement trouvé, qui sera trouvé selon votre propre recherche, c'est le rayon de la personnalité, excusez-moi, de l'astral, du mental et la personnalité.
Pour arriver à trouver ces rayons-là, il y a plusieurs techniques ou projets de recherche, c'est de regarder chaque rayon séparément. Et après, de regarder surtout le défaut des rayons. Alors, il y a des documents qu'on vous donnera comme référence à la fin où vous avez en détail ça. Alors, vous pouvez les retrouver facilement. On vous le dira, vous pouvez télécharger des documents qu'on vous suggérera tout à l'heure. Alors, si vous regardez les défauts, et c'est ça qui est important, c'est qu'on se retrouve dans les défauts parce qu'on connaît nos défauts. Et donc, si vous avez les défauts en question, ça veut dire que les qualités que vous devez développer et que vous avez en puissance ou en partie développées seront le parallèle ou la contrepartie du rayon en question. Alors, si vous regardez les qualités seulement, bien évidemment, vous allez penser que vous avez toutes les qualités, donc vous allez avoir tous les rayons, ce qui n'est pas possible. On dit qu'on a toutes les qualités, mais en les faits, on ne les a pas. Donc, par contre, on n'a pas tous les défauts, mais on sait ceux qu'on a. Alors, c'est un moyen assez efficace pour trouver ces rayons. Évidemment, on pense aussi sur quel cas on veut trouver le rayon. Est-ce que c'est notre personnalité qui est en cause? C'est le monde astral, etc. Alors, je vous laisse le soin de faire les nuances en question. Et l'autre chose, c'est de regarder aussi séparément chaque rayon. Et de rester avec ça et de voir aussi quelle est l'intuition qu'on peut avoir tel rayon en question et quelle est la démarche se regarder agir de relation avec les autres, nos actions, nos choix de carrière, etc. Tout ça, c'est des indications qui permettent de dire, ben oui, j'ai eu tel type d'énergie qui m'a permis de faire ce degré-là, donc j'ai sûrement ce rayon-là. Donc, une fois qu'on a fait cette recherche-là, on est plus sûr de la démarche qu'on doit suivre pour développer nos qualités et également se connaître et d'agir en conséquence. Donc, peut-être changer certaines choses, mais aussi de développer surtout nos qualités. Alors, comment connaître, comment en profiter? Évidemment, je viens de le dire, je vais regarder mes notes pour voir s'il y a autre chose que j'aimerais ajouter. Donc, je pense vous avoir tout dit. Alors, l'avantage de connaître ces rayons, c'est qu'évidemment, on va aller chercher l'énergie qui correspond à ces qualités-là. Donc, on ne développera pas des choses qui ne sont pas nôtres et qui n'aboutiront pas. Alors, évidemment, c'est déjà un élément. Et comme l'énergie suit la pensée, dans la démarche qu'on fait, évidemment, l'énergie viendra pour réaliser ce qu'on veut, parce qu'on aura développé une certaine maîtrise de notre démarche. Par contre, quand on arrive au défaut, eh bien là, on sera lié à ce qu'on appelle des mirages et des illusions. Nos défauts, c'est des mirages. Autrement dit, l'âme n'a pas de défauts. Les défauts sont au niveau de la personnalité. Donc, si on veut purifier la personnalité, l'unifier, puis être au service de l'âme, encore faut-il avoir une personnalité développée, maîtrisée, ça veut dire devoir éliminer les défauts, donc nos mirages, nos illusions, et développer nos qualités. Comment reconnaître ces mirages ou ces illusions? Mirage, c'est au niveau astral, donc des émotions, du corps astral. Illusion, c'est au niveau mental, donc du corps mental. On commence souvent par chercher les mirages. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement au niveau astral. Donc, c'est là qu'on doit commencer. Pour connaître nos mirages, il y a beaucoup de documentation, encore une fois, c'est facile à comprendre. Mais j'ai quelques exemples que je vais vous donner juste pour les énumérer. Et peut-être vous allez vous retrouver. Les principaux mirages, quels sont-ils? Alors, par exemple, le mirage de la destinée. La destinée, à savoir, je le lis, c'est le mirage qui indique à celui se trouvant dans la domination qu'il a une œuvre importante à accomplir et qu'il doit s'exprimer et travailler comme il est destiné à le faire. Justement, le terme l'indique bien. C'est un mirage, effectivement, parce que c'est nous qui réalisons notre destinée au fur et à mesure. Il n'y a rien de déjà déterminé à l'avance, on n'a pas de mission particulière. L'autre mirage, c'est le mirage de l'aspiration. Donc, on se voit déjà être quelqu'un qu'on n'est pas, finalement, par le mirage de l'aspiration. Le mirage de la confiance en soi, c'est qu'on est certain que ce qu'on dit, c'est juste.
on a acquis une connaissance parfaite, on maîtrise, on a confiance qu'on est vraiment parfait d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas le cas, évidemment. Le mirage de la confiance en soi. Le mirage du devoir. On n'a pas le choix, il faut faire telle chose. On est on est tellement orienté vers un devoir qu'on oublie vraiment si c'est vraiment notre devoir et qu'on oublie la relation avec les autres et tout est subordonné à notre devoir peut-être imaginaire. Le mirage de la condition environnante, ben, c'est la même chose, un peu. Le mirage du mental, qui est celui de qu'on considère être capable de tout traiter, de tout comprendre, quand dans le fond, on commence peut-être une démarche à ce titre. Le mirage de la dévotion, vous comprenez bien, je pense, le mirage du désir. Le mirage du désir, c'est on est toujours dans l'agitation, on pense toujours que nos désirs sont des voies de réalisation, quand dans le fond, évidemment, ce n'est pas par le désir qu'on se réalise. Et enfin, le mirage de l'ambition personnelle. Ambition personnelle, c'est que on croit effectivement qu'on a un avenir qui dépasse les ambitions. Alors, ce n'est que quelques mirages que je voulais vous montrer. Il y en a beaucoup d'autres selon nos types d'énergie aussi. Encore une fois, si vous avez des questions, je pourrais les énumérer à la fin de cette présentation-là. Je vais vraiment aller rapidement pour continuer. Alors, donc, faire attention aux nos mirages et à nos illusions. La loi du karma est importante parce que, évidemment, il faut penser qu'on arrive sur Terre avec déjà un bagage et ce bagage-là est la suite de nos vies antérieures et on peut arriver à ce moment-là, en se connaissant davantage, à situer à quel niveau d'évolution on est et quelles sont les démarches qui viennent. Alors, il ne faut pas oublier que le karma est important. Et pour nous libérer du karma, évidemment, c'est d'agir avec innocuité. Et l'inocuité, évidemment, c'est d'être détaché, on l'a vu tout à l'heure, et c'est important. On arrive maintenant à la croix de la croissance, et on va terminer sur ça, et c'est vraiment l'élément clé que je veux vous mentionner aujourd'hui. L'autoconscience, c'est la même chose, ou la conscience consciente. Quand vous arrivez à être dans un état de conscience permanente, vous avez atteint un niveau qui vous permet évidemment d'être de plus en plus près de votre âme, du soi, et d'ouvrir une démarche évidemment qui sera efficace et peut-être rapide dans votre développement. Alors évidemment, ça veut dire acquérir la conscience du soi, c'est la première chose. Faire l'expérience du soi, être sous la direction du soi et finalement d'arriver à s'identifier au soi. Alors, c'est pour ça que s'identifier au soi, c'est la fin du processus que je viens de vous nommer. Et ce n'est pas parce qu'on pense monter d'une âme qu'on vit et que tout ce qu'on fait, pense, réalise et dit est dans un cadre d'identification au soi. On voit que les étapes sont là et il faut passer à travers ces étapes-là pour le réaliser. Évidemment, on peut pratiquer l'auto-conscience, c'est-à-dire d'une certaine façon d'être de plus en plus dans un état méditatif, d'être dans cette conscience-là, un élément qu'on regardera la semaine prochaine. Alors, notre réalité, tout ce que l'on fait nous montre bien notre niveau d'évolution et de voir dans quelle mesure on vit dans le réel ou non, si on est conscient ou non. Parce que c'est l'un ou c'est l'autre, on y reviendra. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience? Rapidement, la conscience, c'est le principe dans lequel nous savons. L'âme est conscience, par définition. Et l'âme nous rend conscients du mécanisme de la conscience. La vie est conscience, la conscience est la vie, l'âme est conscience. Alors, on n'en sort pas, on comprend tout seulement dans ces 2 ou 3 mots. Alors, l'état de conscience, c'est la connaissance, on l'a vu, c'est aussi la lumière de la vie. De sorte que quand on est dans cette conscience-là, on aboutit fidèlement à l'intuition, qui est le canal direct avec l'âme, la lumière de la vie, et c'est à l'intérieur de la lumière donnée par l'âme qu'on atteindra une plus grande lumière, comme on le verra la semaine prochaine, la plus grande lumière qui est ce qui est supérieur à l'âme. Et effectivement, on découvrira ce qui en est bientôt.
Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, la conscience? Ça nous libère de nos soucis, de nos conflits. Ça apporte la vitalité, le bonheur, et ça suscite surtout le respect de soi, de notre dignité. Chacun est unique, chacun a quelque chose à apporter, chacun est lié aux autres dans une unité. Alors, c'est l'unité de tous dans la diversité de chacun, parce qu'on est tous différents l'un des autres. On a tous une part à apporter et notre âme nous apporte ce que nous en avons besoin pour réaliser. Donc, on a tous un rôle à jouer. Il n'y a pas, quel que soit le rôle, il n'y a pas de personnes qui doivent se sentir séparées. La séparativité n'existe pas. Nous sommes dans l'unité. Et la séparativité, c'est un mirage aussi dont il faut se défaire. Alors, quels sont les effets de la conscience maintenant? Au niveau du plan astral dont on a parlé, c'est que ça permet, évidemment, comme on l'a vu, cette conscience-là, d'accélérer le passage de la lumière de l'âme par le cœur sur l'astral. On l'a vu tout à l'heure. Au niveau mental, la conscience du mental nous permet d'accéder à la volonté de plus en plus. On l'a vu aussi, et par cette volonté-là, demande de saisir, de maîtriser, et surtout d'avoir le pouvoir d'agir. Parce que souvent, certains types d'énergie ont de nombreuses qualités, mais le défaut, c'est l'inertie, c'est la peur. Et quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour par définition. L'un et l'autre s'excluent. Alors, il faut être dans l'amour. Quand on est dans l'amour, on a cette qualité de l'âme qui est la volonté qui nous permet d'agir. Donc, le développement de la conscience, c'est ce qui nous permet de maîtriser un plan, on l'a vu, astral, mental, et évidemment d'accéder à l'autre plan qui viendra après la suite, ce qu'on appelle le plan spirituel. C'est-à-dire, après l'astral mental, c'est le plan spirituel. Le spirituel veut dire que l'âme infuse complètement la personnalité. Nous faisons qu'un avec l'âme, pouvant permettre d'avoir une connaissance directe que les qualités qui sont nôtres, qui sont nos qualités qu'on appelle divines, se réalisent par l'expression de ce qu'on nous sommes chacun. Donc, la connaissance acquise nous permet de recevoir l'énergie et la révélation de l'âme par l'intuition. On l'a vu aussi. Je fais un petit rappel de tout ce qu'on a vu pour vous montrer que la conscience est très importante. Donc, accroître sa conscience, c'est la base, si on veut. Ça nous permettrait donc, par l'intuition, d'avoir un contact direct avec l'âme, d'avoir une révélation, d'avoir ce qu'on appelle une expérience directe innée. Et là, aucune incertitude, on saura ce qui est vrai parce que ce sera une révélation qui ne donnera aucun doute. Et au-delà, comme je l'ai mentionné déjà, de la réflexion. Et on saura donc, par définition, qui nous sommes et qui est et qui sont nos qualités qu'on doit développer et de quelle façon on peut se développer, autant dans notre milieu au point de vue personnel, dans notre milieu immédiat, que dans toutes les activités que l'on fait à travers notre vie aujourd'hui. En conclusion, donc, déjà, et je vais rapidement, le temps file encore, on peut dire qu'une fois qu'on aura accru cette conscience et qu'on en fera vraiment un repère permanent, on pourra dire que, et on pourra se poser la question, est-ce qu'on est dans le soi ou on ne l'est pas? Parce que finalement, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas être l'un en partie dans un et en partie dans l'autre. On ne peut pas dire, oh, bon, pendant cette heure-là, on est dans le soi, mais après ça, on l'oublie. C'est quelque chose qui est permanent. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on est dans le soi ou on ne l'est pas? C'est l'un ou l'autre. Est-ce qu'on est dans la lumière ou on ne l'est pas? Troisième question, est-ce qu'on est soi-même ou on ne l'est pas? Se poser les questions, c'est presque y répondre, comme on dit, dans le savoir que oui, on va carrément être capable, et c'est à chacun de nous de le faire, de dire vraiment, est-ce qu'on peut dire oui à chacune de ces questions-là? Et si on est en contact et de plus en plus avec l'âme, on pourra dire qu'on sera sans mémoire, c'est comme ça qu'on l'appelle.
sans conflit, ni souci, qu'on sera dans une joie perpétuelle qui est le propre de l'âme. La joie n'est pas une émotion, la joie, c'est l'état d'être de l'âme. Alors, est-ce qu'on est donc dans la joie? On n'est pas dans la joie. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait, c'est joyeux, mais intérieurement, est-ce qu'on est dans la joie? Non. Évidemment, ça se pose aussi de s'identifier à l'âme et non pas de s'identifier à nos désirs, à nos pensées, etc. Si on s'identifie à l'âme, nous sommes liés avec l'âme. Si on s'identifie à nos pensées, nous sommes liés à ces pensées-là. Et ce n'est pas ça qui est l'objectif, évidemment. Donc, en bref, on peut comprendre qu'on ne peut pas être à l'extérieur de sa propre expérience. On doit être dans l'expérience. On doit être observateur pour être dans l'expérience. Donc, on ne peut pas vivre à côté de soi. On ne peut pas être à l'extérieur de sa propre expérience. Donc, c'est à nous de savoir quelle expérience on veut faire, parce que cette expérience-là, c'est nous de le faire. Donc, les mots-clés que je vous invite à retenir de ce que je viens de vous dire, c'est d'agir avec innocuité, avec persévérance, dans le détachement, en étant observateur, et aussi en cultivant 3 grandes qualités qu'on verra la semaine prochaine, qui est une façon d'exprimer notre potentiel qu'on a à peine effleuré aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté du mental, la sincérité de l'esprit et le détachement. Rapidement, honnêteté du mental veut dire d'être en harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. La sincérité de l'esprit, c'est est-ce qu'on est capable d'agir et d'avoir une relation de cœur à cœur avec les autres, de voir le vrai, débarrasser des idéologies, des conditionnements, des attachements. Et le détachement, évidemment, c'est de ne pas s'attacher au résultat de ce que l'on fait, mais aussi d'être détaché, d'être observateur. Par le détachement, on obtient ces 2 autres qualités, qui est l'honnêteté du mental et la sincérité de l'esprit. Et par ces qualités-là, on obtient le détachement. Les 3 sont liés, on y reviendra. Alors, notre conclusion d'aujourd'hui, c'est que nous avons une puissance, l'expansion de la conscience est notre motif de base. Accroître la conscience, donc être dans l'expansion de sa conscience, de la conscience. Mais par contre, rien n'est statique. Ce qu'on peut comprendre aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qu'on va comprendre plus tard parce qu'on aura évolué, qu'on aura développé, on aura reçu des informations de l'art. Donc, il faut penser que rien n'est statique, ça change et qu'il faut accepter le changement par définition. Et notre niveau d'évolution, on peut apprendre à le connaître, savoir où on est, se connaître par ces différents types des qualités des rayons et agir en conséquence. Alors voilà ce que je voulais vous dire. J'ai encore pris trop de temps, mais j'espère que vous serez là la semaine prochaine avec nous. Pour la prochaine conférence, on vous montre tout de suite nos références qui ont été celles sur lesquelles ont été puisés les enseignements dont on a parlé aujourd'hui. Et après, je vous laisse lire ça, mais on se laissera avec le titre et les sous-titres de notre prochaine conférence. Ces documents-là qu'on mentionne quand on parle de documents thématiques, ce sont des documents que vous pouvez télécharger, qu'on retrouve sur notre site au Québec, partageinternational.ca, partageinternational en un mot.ca. Vous allez à documents téléchargés, et vous les retrouverez. Évidemment, il y en a qui touchent les sujets, sur tous les sujets qu'on a abordés, en particulier sur les rayons. Alors, à vous de regarder ça, ça peut être intéressant. Pour ce qui est de la légende d'Hercule, je vous donne le titre du livre d'Alice Bailey. Les livres d'Alice Bailey sont accessibles sur Internet maintenant, gratuitement, tous les livres d'Alice Bailey. Alors, ce sont des livres pas toujours faciles à lire, mais pour ce qui est de la légende d'Hercule, c'est assez compréhensible. Puis si ça vous intéresse, allez-y. C'est un petit livre vraiment intéressant et qu'on regarde lentement et pour comprendre, et ça nous aide à nous connaître aussi. Ensuite, la revue Partage international, c'est évidemment la revue qui est publiée en français. C'est une revue qui est traduite dans plusieurs langues
et que je vous invite à connaître, à vous abonner. On retrouve dans cette revue-là, évidemment, les articles choisis qui correspondent à ce qui se passe aujourd'hui dans le sens du développement spirituel de l'humanité, en voyant comment s'articulent maintenant les prochaines qualités de l'ère dans laquelle nous entrons, l'ère de synthèse du Verseau, et les changements qui s'en viennent. Il faut participer à ces changements-là, et pour y arriver, bien évidemment, le travail qu'on est appelé à faire, d'une certaine façon, c'est de propager la bonne nouvelle des changements et surtout de voir comment, quels sont-ils et les faire connaître. Alors, on verra ça également la semaine prochaine. Cette revue-là est publiée à tous les mois, 10 numéros par année. Vous pouvez vous abonner soit par notre site au Québec, partageinternational.ca, ou par le site en Europe, partageinternational.org, ORG. Et enfin, on vous laisse avec les titres de la prochaine conférence la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite la bienvenue la semaine prochaine et surtout, je vous dis que je vous remercie, c'est-à-dire d'être resté à une conférence si longue. On va passer aux questions, si vous en avez, et je suis disponible pour tout le temps que vous désirez, si c'est le cas. Alors, on demande s'il y a une reprise de ces conférences-là. Oui, absolument. Toutes nos conférences, on en a déjà donné plusieurs, déjà une douzaine depuis quelques mois, peuvent être vues par l'intermédiaire les liens pour y arriver, c'est-à-dire que vous allez sur notre site partageinternational.ca et déjà en page d'accueil, vous avez les liens pour voir toutes les conférences. Alors, celle d'aujourd'hui sera en reprise dans quelques jours. Vous pouvez la revoir. Et elles sont là en permanence. Donc, les conférences qu'on a données l'année passée, à l'automne, sont encore là. Et elles le seront également encore très longtemps. Elles sont sur Facebook ou sur YouTube. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on va se laisser maintenant. Alors, à nouveau, merci de votre attention et au plaisir de se revoir dimanche prochain. Au revoir.